Hey, c'est Ella pour Intimité Partagée, le podcast dans lequel je m'invite chez des gens pour leur faire parler de leur intimité. Aujourd'hui, je suis avec Audrey. Coucou Audrey. Salut. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Je m'appelle Audrey, j'ai 20 ans. Je viens de terminer ma licence de lettres. Je suis passionnée par la lecture et un petit peu par le dessin et tout ce qui est inspiration. Et voilà. Ok, c'est une belle description, j'aime bien. Je suis passionnée par tout ce qui est inspirant, j'adore. On va parler un petit peu de ton appart. Donc, est-ce que toi tu peux le décrire avant que moi je rajoute des trucs? Alors, je vis dans un 9 mètres carrés, donc c'est assez petit. Et j'ai que des murs blancs. Et en fait, j'ai eu besoin de m'approprier l'espace. Donc j'ai tout de suite mis beaucoup de photos sur les murs. Et en fait, au-dessus de mon bureau, j'ai un mur sur lequel j'ai accroché plein de petites cartes, des dessins. Et en fait, ça fait des taches colorées. Et je trouve que c'est un des endroits que j'aime le plus dans cet appart parce que ça représente tout ce qui est inspirant pour moi et le beau aussi. Voilà, j'ai une petite bibliothèque avec quelques nombreux livres. Et voilà. Ok, moi je rajouterais que sur ton armoire, t'as beaucoup de photos, avec que des photos avec des personnes. Oui. Donc il y a aussi un petit... Et en plus, l'armoire, elle est tournée vers ton bureau, donc on la voit... C'est pas la première chose qu'on voit, les photos, donc ça fait un peu intimité, je trouve, Ouais. et cocon. Ça, j'aime bien. Je vais rajouter aussi que t'as des plantes vivantes. Oui. Des guirlandes colorées aussi, pour ajouter de la couleur sur les autres murs. Oui. Oh mon Dieu, je viens de voir... Pardon, il y a... je vais vous expliquer. Il y a une sorte d'affiche, Oui. affiche sous forme de marque-page mais grand, qui s'appelle Émotion, par le cœur Pueblo, avec un personnage qui a l'air d'avoir une attaque cardiaque. Et en fait, les papas, quant à eux, accouchent par le cœur. Et en fait, il a un bébé à la fin. Qu'est-ce que c'est? Bah, C'est trop beau. En fait, je sais pas si tu connais, mais quand tu vas à la gare, par exemple à Bordeaux, t'as des bornes qui distribuent des petites histoires. C'est de 1 à 5 minutes. Et en fait, t'appuies sur le bouton et l'histoire elle sort. Et donc ça peut être de tout, de la poésie, du thriller, de tout. Et je suis allée à Livre Paris, donc le salon du livre de Paris, pas cette année mais l'année d'avant. Et il y avait un stand avec ces mêmes bornes, mais juste pour des BD. Et en fait, c'est quelque chose qu'ils n'ont pas encore sorti au public. Mais on avait le droit de tester. Et je pense que c'était vraiment un test pour eux. Et j'en ai sorti qu'une BD et j'ai eu celle-là. Et c'est tellement un truc qui me touche de fou. Elle est incroyable. C'est beau. C'est pas radiophonique, mais je la prendrai en photo et je la mettrai sur les réseaux, je pense, pour que vous puissiez voir. C'est vraiment très très beau. Ok. J'ai jamais vu ça à Bordeaux, faut que je le trouve. À côté du piano. Ah putain, ok. Et du coup, c'est 5 minutes où tu restes sur la borne pour avoir toute l'histoire, ou tu la prends juste? Tu appuies, ça sort le papier et tu vas lire où tu C'est veux. la meilleure chose. Je Mais oui. vais faire ça en boucle. Parce que je n'ai aucun sens de la mesure. Ok. Il y a aussi du bois dans cet appartement. Genre, c'est un appart du Crous qui a été rénové il y a 2 ans, c'est ça, Ouais, tu m'as dit? c'est ça. Et du coup, il y a... Je sais pas si c'est du vrai bois ou pas, mais en tout cas, il y a un effet bois. Ouais. Qui est hyper agréable et qui permet que la pièce soit très très lumineuse et qui semble ouverte. On se sent pas oppressé dans ton 9 mètres carrés quand même. Donc c'est vachement chouette. Et ouais, je vais revenir un peu sur les cartes pour dire qu'il y a vraiment beaucoup de couleurs pastel et que ça participe, je trouve, à ce que je viens de dire, d'être aéré, d'avoir de la place. C'est vraiment très agréable, quoi. C'est... Oui. Ok, donc on a le contexte et le cocon. Oui,
coup, tu parlais du fait que tu étais passionnée par ce qui t'inspire. Est-ce que tu pourrais développer un peu quelles sont tes passions? Mes passions, c'est surtout la lecture parce que j'ai découvert au début du collège que, en fait, quand je lisais des choses, je pouvais vivre 10 000 vies et je pouvais vraiment me réaliser à travers les personnages. C'était une époque où j'avais pas d'amis et je vivais des situations pas très cool au collège. Et en fait, le collège, il était un peu éloigné de mon habitation et donc on avait avec ma mère presque 1 heure de voiture tous les jours. Donc ce qui faisait que je connaissais pas beaucoup de gens au collège et en même temps c'était pas cool et donc j'ai découvert le CDI et c'était une révélation pour moi et j'ai pu vivre tellement de vie depuis ce moment-là et je pense que c'est vraiment ce qui constitue ma personne parce que à partir de ça je me suis dit que la vie elle était tellement plus intéressante dans les livres en fait et du coup j'ai parfois tendance à ne pas aller avec mes amis et à lire. C'est un peu un tort parfois, mais je me réalise tellement là-dedans que c'est pas très grave par moment. Après, j'aime aussi tellement tout ce qui est artistique, la poésie, mais aussi, je sais pas, la peinture, tout ce qui est forme de dessin. Il y a beaucoup de chaînes que je suis sur Instagram ou sur YouTube qui font des sortes de poésie visuelle et j'aime tellement. Et j'ai décidé depuis 2 ans de commencer à en faire, mais c'est compliqué parce que je me sens pas légitime, parce que j'ai jamais eu de cours de dessin et que voilà. Donc j'ai commencé à acheter un petit peu de matériel grâce à ma mère et j'ai commencé à faire quelques trucs. Après, on me dit que c'est joli. Mais en fait, je viens à peine de réaliser, alors que ça fait 2 ans, que en allant dans un musée, je me suis approchée d'une peinture vraiment hyper belle et je me suis juste. Je viens juste de réaliser que c'était juste des taches de peinture, au final, qui s'assemblaient. Alors que moi, j'arrivais pas à me dire. En fait, je fais juste 2 traits sur. Par exemple, j'aime beaucoup l'aquarelle. Et juste, je prends mon pinceau et je trempe et je fais des traits. Et en fait, c'est pas joli parce que c'est juste des traits. Et un trait, tout le monde est capable de le faire. Et je viens de me rendre compte. Mais c'est ridicule parce que j'ai 20 ans. Et je viens de me rendre compte que c'est juste une accumulation de traits et de petits points qui fait quelque chose de beau. Et je crois que il faut que je réalise que je suis capable de faire ça. C'est pas encore le cas, mais je suis passionnée. C'est donc un gros problème de légitimité. Est-ce que tu penses savoir d'où vient cette espèce de syndrome de l'imposteur ou pas? Je sais pas trop, mais surtout que quand j'étais petite, j'ai toujours dessiné et ma mère, elle m'a toujours poussée à le faire aussi parce que elle fait des tableaux avec des pastels et j'aime beaucoup, mais là, elle a un petit peu arrêté parce que sa vie est chargée. Ouais. Mais j'ai toujours admiré ce qu'elle faisait et je sais pas, j'ai l'impression de pas avoir de légitimité parce que les gens ils font des choses mieux que moi et juste s'ils font des trucs mieux que moi, pourquoi moi je le ferais en fait. Ok. Est-ce que tu te forces quand même à le faire? Ouais, parce que par exemple l'aquarelle ça m'apaise. Ouais. Et je sais que c'est des moments que je prends pour moi ou juste je fais ça en écoutant un film ou une série qui est pas forcément très importante ou juste de la musique. Et en fait, ça m'apaise et juste c'est des moments où je pense à pas grand chose et où j'en sors fatiguée, mais en même temps, ça fait du bien. Ouais. J'ai l'impression que je sors mes émotions pendant ces moments-là. Ça te vide? Ouais. Ok. J'allais te demander du coup ce que ça t'apporte au quotidien. Donc il y a le fait d'être apaisé, de pouvoir te vider. Est-ce que ça t'apporte autre chose, tes passions? Dans tes relations par exemple ou... Dans mes relations, en fait, c'est l'aquarelle, pas encore parce que c'est trop récent, je pense, et que j'en fais pas souvent. Mais la lecture, en tout cas, ça a fondé des amitiés. Ouais. Vraiment.
Parce que c'était compliqué pour moi. Enfin, je crois que je suis toujours timide, mais quand j'étais plus petite, j'étais vraiment très timide. Et j'avais pas d'amis, même au collège ou au lycée. Et en fait, j'ai commencé à avoir des amis en dehors de l'école. Par exemple, à travers la danse, une de mes autres passions. Et je me suis faite... Enfin, je me suis réalisée en tant qu'amie avec du coup ma meilleure amie maintenant qui aimait beaucoup les livres et qui aimait la danse aussi comme moi. Et je crois que c'est de là qu'est partie notre amitié et c'est toujours quelque chose d'important pour nous. On s'échange des lectures, on en parle et voilà. Et maintenant, j'ai rencontré une autre amie quand je suis arrivée en licence, Marine, si tu m'entends. Et je crois qu'on a commencé à vraiment être amis quand on a commencé à parler de lecture. Mm. Et c'est à partir de ça qu'on a pu faire plein de choses ensemble, notamment aller 2 fois au Salon du Livre de Paris, qui était quand même quelque chose très très important pour nous et hyper symbolique parce que ça signait vraiment notre amitié. Enfin, c'est elle qui m'a poussée à faire mon compte Instagram dédié au livre. Et je trouve que à travers notre passion commune pour la lecture, on se tire vers le haut toutes les deux. Et ça m'apporte tellement au quotidien. Oh, le grand sourire, trop touchant. Mais du coup, est-ce que tu penses que c'est vraiment important pour toi dans les relations du coup que tu construis, qui est cet échange autour de tes passions? Est-ce que tu penses que c'est vraiment le fondement pour toutes tes relations ou c'est des cas Pas plutôt pour exceptionnels? pas pour toutes, mais en fait j'ai du mal à concevoir autrement mes amitiés parce que je suis presque exclusivement passionnée par ça et je regarde très peu de films, je regarde pas trop de séries ou ce genre de choses et du coup j'ai du mal à avoir des choses en commun avec les gens parce que en dehors par exemple de la lecture, j'ai pas trop de centre d'intérêt en fait. Donc Enfin, la danse, l'aquarelle, oui, en bien dehors de sûr, bien l'art, sûr. tu veux dire? Oui, en Ouais. dehors de l'art, Mm. c'est compliqué. Enfin, je veux dire, par exemple, quand tout le monde parle des Marvel ou ce genre de choses, Mm. c'est vraiment des choses qui rallient tout le monde. Et moi, je suis juste là, je me dis, bon, je connais pas. Ouais. Et en fait, c'est compliqué, je trouve, de se faire des amis qui n'ont pas forcément en commun la lecture avec moi parce que on n'est pas forcément sur le même système de valeurs. Ouais, aussi, ouais. Après, Ok. je suis pas fermée, mais juste c'est compliqué. Ben, non, ouais, c'est pas forcément une question d'être fermé, c'est une question de... Juste naturellement, c'est Oui, plus dur d'avoir une interaction avec quelqu'un qui n'a pas les mêmes valeurs que toi, en fait, ouais. juste. Et puis même, je sais que au lycée, j'étais en L, Mm. donc mes principales amies du lycée, c'est quand même des gens qui, même sans aimer forcément la lecture, elles aimaient quand même rester dans un monde plutôt littéraire. Ouais, 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 c'est un peu le même profil tout le temps. Ouais. Ok. Ok, c'est pas forcément un tort, mais est-ce que du coup tu le vois comme quelque chose de... qui te freine ou pas? Non. Ouais, mais c'est bien. Non. Ok. Non, mais parce que tu disais des situations, par exemple, les gens parlaient des Marvel ou des choses Ouais. comme ça. Après, je me dis, j'ai créé d'autres centres d'intérêt avec mes amis. Ouais. Par exemple, je sais que j'ai jamais trop regardé les films que tout le monde aimait, mais mes oncles, ils m'ont fait découvrir les Star Wars. Et en fait, avec 2 amis du lycée, on n'avait pas trop de centre d'intérêt. Et en fait, en parlant, on s'est rendu compte que en fait on pouvait parler et qu'on pouvait être amis là-dessus Mm. et pourtant à la base c'était pas un truc qui me passionnait mais juste je me suis dit que c'était fou de pouvoir parler de tout avec eux et c'est des très belles amitiés. Mm. Ok. Ouais, il y a vraiment ce rapport-là entre passion et relation, du coup, Ouais. qui est vraiment inséré. Ok. Tu parles de la danse et du fait que tu en as fait. Oui. Enfin, tu en as parlé à un moment. Qu'est-ce que la danse t'a apporté à toi T'en as fait combien de temps déjà? J'en ai fait presque 10 ans. Ouais, voilà.
C'est quand même un gros truc. Bah, sachant que j'ai 20 ans, Ouais, voilà. la moitié de ma vie. Et du coup, qu'est-ce que ça t'a apporté? Bah, déjà une amitié qui Ouais. est vraiment extrêmement forte. Et c'était un peu tout pour moi pendant plusieurs années. Et parce que encore une fois, j'avais pas d'amis quand j'étais à l'école. Et donc ma seule amie, je pouvais l'avoir que au moment de danse. Donc pour moi, la danse, c'est surtout des moments de partage. Vraiment, des bons moments de rigolade et juste des moments où on est content de danser sur une chanson et on s'épanouit pleinement. Moi, je sais que quand j'étais au lycée, c'était une période dure parce qu'il y avait le bac et que ça me stressait beaucoup. Et en fait, les seuls moments où je pouvais décompresser, c'est en allant à la danse. Et à ce moment-là, j'en faisais un peu plus de 3 heures par semaine, donc 3 fois par semaine, et vraiment, c'était tout pour moi. Et je sais que couper mon samedi en allant faire 1 heure de claquettes, c'était ma vie, et je vivais pour ça en fait. Et donc ça m'a déjà appris à me dire que mon corps, il est capable de faire plein de choses, même s'il y a certaines choses que je suis pas capable de faire, genre des roulades, parce que je n'arrive pas. Mon corps, il est cohérent et il fait plein de choses. Et il est juste là et il est fonctionnel. Et ça, c'est quand même fort, je trouve. Après, je me suis dit que j'ai un sens du rythme et j'aime beaucoup bouger. Et voilà, enfin, je trouve que la danse, c'est aussi être en interaction avec d'autres corps. Et même si c'est pas forcément des personnes bienveillantes qui dansent, parce que la danse, c'est quand même très égocentrique. Enfin, un sport assez égocentrique dans le sens où on se regarde dans un miroir et on doit faire tout pour aller au mieux et faire les mouvements au mieux. Mais c'est quand même des moments où on rencontre le corps des autres et on n'a pas forcément l'occasion de faire ça dans la vie. Mm. Ok, donc c'est très relié à l'estime de toi, Ouais. quand même. Ouais. Ah oui. Et c'est ouf parce que ma prochaine question, ça allait être le rapport entre la danse et ta propre conscience de ton corps. Et tu l'as déjà amené toi-même, genre sur l'appropriation du coup de ton corps et de ce qu'il peut faire. Est-ce que du coup la danse, ça t'a aidé à l'accepter? Un peu, mais pas totalement, parce que à la danse, en fait, les filles sont... Enfin, je parle des filles parce que j'ai eu qu'un seul garçon dans mes cours de danse. Et la plupart, elles sont quand même très minces. Et même, je regarde quand on essaie de se choisir des costumes à la fin de l'année pour les représentations. Souvent, je sais que ma prof, elle avait beaucoup de mal à trouver des tailles pour moi. Donc, elle prenait 2 vêtements qu'elle rapiéçait et souvent, c'était extrêmement moche. Mais comme la scène était loin du public, ça se voyait pas trop. Mais juste, moi, je savais que j'avais un truc différent et que c'était pas beau. Et donc ça, c'est vraiment extrêmement complexant quand souvent les profs, elles veulent pas te mettre au premier rang parce que tu prends de la place en fait et que t'es pas forcément capable de faire les mêmes choses que les autres, alors qu'en fait si, mais juste moi j'étais passionnée et sur le coup j'étais un peu révoltée. Après ça m'a permis de m'épanouir même s'il y a mon corps en fait. Je veux dire, les claquettes c'est une cohésion de tout, un sens du rythme. Et même si certaines allaient plus vite, d'autres moins vite, moi j'étais juste là et j'étais bonne dans ce que je faisais. Et j'étais bonne. C'est vraiment un truc important, je trouve, parce que j'étais capable de faire et mon corps il était capable. Et c'est pas souvent qu'on me disait tu peux le faire. Ouais. Ok. Il y avait vraiment cette reconnaissance de je sais le faire quoi. Ouais, vraiment. Ça a l'air d'être très libérateur pour toi de le dire. Je sais faire ça. Oui, mais je sais que je répétais à la maison et j'essayais de faire de m'entraîner sur des chorégraphies et certains mouvements. Je sais que, je reparle une fois encore des claquettes, mais il y a des trucs que j'ai fait des centaines de fois parce que c'est des mouvements classiques qu'il faut qu'on maîtrise et en fait, à force, même maintenant, ça fait 3 ans que j'ai arrêté et je me souviens encore, alors que j'ai une très mauvaise mémoire, et je me souviens des enchaînements et c'est quand même fou. Ouais, c'est que ça t'a vraiment énormément marqué en fait. Ah oui.
Puis c'est emprunté dans ton corps aussi, que tu te souviennes des mouvements. C'est fou. C'est trop bien. Ok. On passe du c'est trop bien à moi qui m'accroche au truc un peu moins bien. Mais du coup, je trouve ça quand même intéressant que ce soit un endroit où tu aies pu être aussi épanouie. Et en même temps, tu l'évoques, un endroit avec... tellement discriminant. Genre, j'ai écarquillé les yeux quand tu m'as dit qu'elle refusait de te mettre au premier rang. Ou que ton costume, c'était pas un vrai costume. C'était quelque chose de rapiécé. C'est quand même extrêmement discriminant. Oui. Et est-ce que t'es arrivée quand même... Est-ce que la passion était plus grande, du coup, que ce sentiment-là d'être discriminée? Oui, quand même. Parce qu'après, par exemple, quand j'étais au lycée, j'ai changé d'école de danse. Et j'avais 2 profs différentes. Donc la directrice de l'école était pas très cool avec moi. Parce que elle savait que j'étais grosse et que j'étais pas non plus la meilleure des danseuses. Donc par exemple, une fois, elle a amené toute ma classe de danse en concours. Et elle a prétexté que j'avais pas l'âge. Et du coup, on est resté 2-3 à pas y aller. Et ça m'a fait très mal. Mais en même temps, mon autre prof de danse, elle était pas forcément dans les canons de la danseuse parfaite qui est extrêmement filiforme. Et elle disait juste est-ce que tu peux faire ça? Et si je pouvais, elle me mettait pas forcément devant, mais juste elle reconnaissait mon travail et elle me disait oui, c'est bien, tu fais bien les choses. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment tellement enrichissant parce qu'il n'y avait pas de complexe dans ces cours-là. Et par exemple, je me rappelle d'une fois où j'allais aux toilettes pendant la représentation. Donc je sortais des loges et il y avait une personne qui partait parce que, je sais pas, une personne âgée. Et elle m'a croisée et elle m'a dit « Je vous reconnais, je vous ai vu, vous êtes très jolie et vous avez un très joli sourire. » Parce que j'étais une des seules qui souriait sur la scène parce que vraiment c'était un moment hyper important pour moi et où j'étais très stressée mais en même temps je kiffais ce que je faisais. Et du coup, à ce moment-là, elle m'a dit « Vous avez un très joli sourire » et je crois que c'est une des plus belles choses qu'on m'ait dites. De me dire que j'étais pourtant derrière, je faisais pas tout comme il fallait, mais pourtant je me démarquais parce que on pouvait me voir sans être méchant. Et ça, c'était quand même faux. C'était beau et fort en même temps. Du coup, la danse, c'est vraiment quand même... j'en retiens quand même les plus importants et le positif. Je sais. Oh, ça m'a touchée en boomerang de toi touché. Waouh. Ok, faut que je me reprenne. Une interview quand même. Ouais, c'est... Ok. Est-ce que Pourquoi tu as arrêté du coup? Parce que là, t'en fais plus depuis que t'es à Bordeaux, c'est ça? Ouais, depuis que je suis à Bordeaux. Parce que, en fait, je voulais surtout continuer les claquettes. Ouais. Parce que c'est la danse que je préfère, en fait, même si j'aime beaucoup les autres. Mais à Bordeaux, j'ai pas trouvé d'école qui faisait... Parce qu'en fait, les claquettes, il y a les claquettes américaines et il y a les claquettes irlandaises. Ouais. Et en fait, les américaines, c'est moins rythmé, on va dire. Et moi, je voulais un cours de claquettes irlandaises sans faire tout ce qui est celtique. Bon, même si j'aime beaucoup, mais je voulais pas faire que ça. Et il n'y avait pas d'école comme ça à Bordeaux, ou du moins moi je connais pas, et surtout les finances. Ouais. Mais en vrai, c'est peut-être une excuse, mais par exemple, je me suis dit en début de première année que j'allais faire les cours de danse de la fac, parce qu'il y a pas mal de cours. Mais il n'y avait pas de claquettes, et du coup, j'ai eu la flemme pour les autres, parce que c'était moins important, et juste il y aurait eu des claquettes, j'y serais allée. Mais du coup, j'ai arrêté. J'espère vraiment pouvoir reprendre l'année prochaine. C'est ce que j'allais te demander, ouais, si tu comptais reprendre, parce que quand t'en parles, il y a vraiment une sorte de joie ancrée qui fait qu'on a vraiment envie de te voir faire des claquettes maintenant. Non, mais vraiment, j'ai gardé mes chaussures et j'aime tellement ça. Et je sais pas si j'arriverai à ne plus en faire. Parce que moi, j'ai vu des personnes de 60 ans sur scène qui faisaient des choses super belles. Et j'ai vu tous les corps passer sur scène.
Et je me dis que je suis capable de faire ça jusqu'à ce que mon corps il puisse plus. Et donc je pense que j'ai quand même envie d'en refaire. Ouais. C'est quand même une partie de moi qui est importante. Grave, grave. Je viendrai te voir quand tu feras des spectacles. Tu disais que ce qui t'avait touché, c'était aussi que cette personne, à la fin de ton spectacle, ait pu te voir, même si t'étais pas au devant. Est-ce que c'est un truc pour toi d'être vu ou de ne pas être vu, justement? Ouais. En fait, pour clarifier la situation, je suis une personne dans un corps gros. Et donc depuis toute petite, j'ai l'impression que il fallait pas que je me fasse remarquer parce que j'allais avoir plein de remarques. Et ce qui a été le cas juste depuis que je suis en primaire, des personnes pas gentilles sont venues me dire des méchancetés et elles ont continué en fait. Et j'essayais de être invisible en fait pour échapper à ça, sauf que ça le fait pas forcément. Et enfin vraiment toujours ne pas forcément mettre de vêtements de couleur ou ne pas être excentrique dans mes vêtements ou dans mon comportement. Je sais que pendant longtemps je disais rien, je paraissais très timide et les seules fois où j'ai dit des choses, par exemple je sais qu'en primaire il y avait une petite fille, c'était la fille de la dame qui s'occupait du clay, donc malchance pour moi, elle avait un peu d'importance parmi les gens de l'école. Mmh. Et elle aimait beaucoup être insultante envers moi. Et je l'avais dit à mes parents, et ma mère, elle m'avait dit t'essaies de pas y faire attention, mais le jour où ça va trop mal, tu la gifles. Parce que il faut prendre. Parce que aussi, je suis une personne de très calme. Et par exemple, quand je jouais avec ma soeur elle me frappait par moments. Et donc, moi, j'ai jamais réussi à rendre les coups. Et je sais qu'à un moment, c'est allé trop loin pour moi quand j'étais au primaire. Et j'ai pris mon verre d'eau et je l'ai jeté dans la figure. Parce qu'on était à la cantine et qu'il y avait des choses qui se disaient pas et qui. Ça se faisait pas. Et c'était le seul moyen pour moi d'essayer de prendre le dessus et de dire non, ça suffit. Et donc les seules fois où j'ai fait ça, en fait, je me suis fait réprimander. Et pareil, une fois, quand j'étais à l'école primaire, on travaillait en groupe avec l'école d'ingénieurs qui est à côté de chez nous parce que c'était des projets avec des maîtres qui venaient d'ailleurs. Et alors j'étais en groupe avec cette personne qui était très méchante avec moi. Et la seule fois où j'ai haussé le ton et j'ai dit non, ça va pas, où j'ai dû être insultante à un moment. Et en fait, suite à ça, je me suis mise à pleurer. Je suis allée me réfugier au fin fond des toilettes. Et suite à ça, vraiment, on m'a interdit d'aller en sortie scolaire parce que j'avais été pas correcte. Juste à un moment, dans toute ma scolarité, j'ai pas été correcte et en fait, je me suis fait réprimander et j'ai pas pu aller en sortie scolaire et j'ai dû rester à la maison. Et c'était fou parce que j'étais une bonne élève et que je faisais rien. Mais juste la seule fois où j'ai dit quelque chose, on m'a dit non. Et du coup, depuis, j'ai l'impression que je suis... Enfin, j'essaie de prendre moins de place. Ouais. Oui, c'est normal, ok. C'est la première fois que je dis ça. Par rapport à la primaire Ouais. et de te faire... Ok. Souffle. Je suis vraiment très choquée que... Et je trouve en fait que c'est un schéma qu'on retrouve souvent pour les personnes discriminées, que si tu rends les coups, si tu te défends, parce que c'est de la défense, c'est toi qui prends. Je trouve ça vraiment injuste. Ouais. Mais le monde va changer. Oui. Moi qui console les gens, on va tous les niquer. Pardon. Mais c'est vraiment, merci beaucoup d'en parler, parce que déjà moi je trouve que c'est une expérience hyper importante à dire en plus, et une vérité en fait hyper importante à dire, parce que t'es dans un cadre scolaire avec d'autres enfants, les enfants sont cruels, il y a des personnes adultes qui te punissent alors que personne ne reconnaît en fait
ce que tu subis toi, et personne n'est puni par rapport à ce qu'on te fait subir. Et ça, vraiment, c'est d'une injustice absolument incroyable. Et merci beaucoup de l'avoir partagé, parce que j'imagine que ça doit être vraiment très dur de replonger dans ça en plus. Ouais. Déjà... Il y avait des trucs que je me souvenais pas, mais en même temps, je le sais au fond de moi. Ouais. Et j'en ai pas reparlé avec ma mère, parce qu'il y a des trucs qui sont passés après au collège, et au lycée ça allait mieux, mais au collège les enfants sont quand même, encore une fois, bien cons. Le collège, ouais. C'est pas fini, ouais. Il y a plein de choses qui se sont passées suite à ça, et en fait je crois que j'ai jamais su réagir à partir de ce moment-là. Et même au collège, une fois je suis allée dans le bureau d'un CPE parce que une personne avait fait un truc pas correct, et bah, elle s'est juste fait confisquer son téléphone pendant une journée. Et à ce moment-là, il y avait mon père et le père de la personne aussi. Et bah, ils ont juste dit que c'était pas grave, que ça allait passer. Donc vraiment une absence de reconnaissance absolument totale, quoi. Ouais. Ouais, oui, je comprenais. Parce que quand on avait préparé cette interview, du coup, tu m'avais parlé aussi de ce besoin d'être invisible. Et je comprenais pas encore les pourquoi. Mais en fait, oui. D'accord. C'est logique, en fait. Ouais. On t'a dit, s'il te plaît, sois invisible. Et c'est horrible. Un enfant qui reçoit ça, c'est horrible, ce manque de reconnaissance. S'il vous plaît, si vous êtes des personnes qui allaient devenir des futurs enseignants, faites attention à la reconnaissance envers les élèves, s'il vous plaît. Vraiment, vraiment, vraiment. Bref. Donc, je reprends le fil. Être vu, avoir envie d'être invisible. Et du coup, la danse, ça te permettait en plus d'être visible, mais sans cette violence, en fait. Ouais. Parce une sorte de contrôle. Oui, j'ai un contrôle déjà parce que je maîtrise les choses. Ouais. Parce que déjà, je me vois dans la glace quand je m'entraîne, donc je sais ce qui est beau et ce qui est pas beau sur moi. Et ce que je peux maîtriser et en quoi je peux m'améliorer. Mais surtout, quand je parle de représentation, il y avait 500 personnes dans la salle. Donc c'est une salle où la scène est plus basse que les personnes. Donc il y a des estrades. Et on est assez éloigné de la scène. Enfin, les gens sont assez éloignés de la scène à tel point que il faut vraiment que je me mette sur le bord de la scène pour voir les gens qu'il y a dedans. Et parfois, je sais que j'oubliais qu'il y avait des gens, mais en même temps, je faisais juste ce que j'avais envie. Et c'était juste un accomplissement en fait. C'est comme une bonne note à l'école, j'étais contente. Mais la danse, c'était aussi à ce moment-là que je me disais, c'est récompenser mon travail. Ouais. Ouais. Ok. Ouais. Vraiment, merci. Et merci la danse. Oui. Je pense que c'est vraiment une façon de contrôler, de t'accomplir sans tout prendre dans les... Enfin, vraiment toi qui reprends le dessus, en fait. Vraiment. Ouais. Ok. Est-ce que quand tu vivais ces violences quand tu étais jeune, tu te rendais compte que tu étais une victime de grossophobie ou d'une discrimination et d'injustice, ou tu comprenais juste pas ce qui se passait? Je crois que quand j'étais petite, je comprenais pas forcément. Et même au collège, ça a duré à peu près 1 an quand j'étais en 6ème, parce que, je sais pas, il n'y a pas d'explication, mais juste ces personnes étaient méchantes. Enfin, c'est des trucs un peu bêtes, mais elles me tiraient toujours les cheveux. Et à l'époque, j'ai des longs cheveux qui étaient très jolis. Et c'était vraiment une des choses les plus importantes pour moi, parce que j'étais fière que de ça sur mon corps. Et à un moment, quand j'étais en cours de maths, il y a une fille qui a pris un ciseau et elle m'a fait croire qu'elle m'avait coupé des cheveux, alors qu'en fait non. Mais vraiment à l'époque, j'ai paniqué. Il y avait des moments où on avait des casiers et les gens ils prenaient mon sac à dos et ils le mettaient dans d'autres casiers. Et en fait, il y avait tellement de remarques tous les jours, j'ai l'impression que c'était devenu mon quotidien. Et en même temps, je l'ai jamais dit à mes parents. Je crois que je l'ai jamais dit. J'ai dit qu'il y avait des trucs qui se passaient mal, mais en même temps,
Mes parents ils travaillaient tous les jours, on avait 1 heure pour rentrer à la maison le soir. Donc je sortais déjà du collège, il était 6 heures du soir. Je pense que... Enfin, c'est peut-être moi qui me suis pas livrée non plus, mais... Je sais pas. Enfin, il y a peut-être plein de choses qui ont fait que je l'ai jamais dit. Maintenant, j'arrive à me rendre compte que c'était pas normal. Je me disais juste, bon, bah, j'ai pas trop d'amis. C'est les gens populaires qui font ça, quoi. Ils sont comme ça. Mmh. Tu l'as un peu appris comme une facette. Voilà. Tu l'as un peu pris comme une fatalité, du coup. Ouais, je pense. Ouais. Ok. Ouais, du bon harcèlement de collège, Ouais. mêlé à plein de trucs. Mais le pire, c'est que à l'époque, j'étais pas si grosse que ça. Ouais. Parce que suite à ça, en 1 an, je sais pas, j'ai pris 3 tailles de pantalon et 20 kilos. Et c'est à partir de ce moment-là, enfin, à partir de là, j'ai plus trop bougé en poids, mais vraiment, j'ai pris énormément de poids cette année-là et je comprends pas comment on est. Même les profs, comment ils ont pas remarqué qu'il y avait des trucs qui se passaient pas bien. Ouais. Parce qu'ils sont censés être attentifs. Mmh. Et même mes parents, je veux dire, ils ont tout fait pour que je me sente pas mal envers mon poids et que j'essaie de réguler les choses par moi-même. Mais en même temps, je sais pas comment ils se sont pas dit. Enfin, j'ai l'impression qu'on n'a pas, enfin, qu'on croit pas que la prise de poids ou la perte de poids ou tout ce qui est en question alimentaire, c'est juste les sentiments. Ouais. Ouais, ouais. Et c'est quelque chose que j'ai appris cette année. Sérieux? Comment? J'ai lu le livre Gros n'est pas un gros mot. Ouais. Donc c'est un peu un manifeste du collectif Gras Politique. Et il y a des moments où je me suis vraiment retrouvée là-dedans. Et il disait que juste les questions alimentaires, c'est on mange nos émotions. Et je me suis totalement revue Ouais. à travers ça en fait. Ouais, c'est ça. Parce que du coup, c'est cette période horrible Ouais. qui a fait que t'as vraiment pris beaucoup de poids. Ouais. Ouais. On a plus tendance, j'ai l'impression, à le reconnaître pour les problèmes d'anorexie Ouais. que pour l'inverse. Mais tu vois, moi j'avais des amis de ma famille où il y avait une des filles qui avait déjà 30 ans quand j'étais plus petite, qui était anorexique, et elle allait carrément en hôpital psychiatrique parce que elle devait se soigner. Ouais. Et donc j'ai l'impression que c'était pas forcément moins mal vu, mais au moins il y avait des traitements. Et la personne va mieux maintenant, même si c'est pas non plus phénoménal, mais elle va mieux. Sauf que moi, bah, contrer la prise de poids, il y a des régimes. J'ai été chez une diététicienne quand j'étais au primaire, suite à des réflexions de la médecine scolaire. Ouais. Et la seule chose que ça a fait, c'est que je voulais plus manger en fait. Sauf qu'un enfant de 7-8 ans qui veut plus manger, c'est pas normal. Et donc plus tard au lycée, j'ai été à l'hôpital. Enfin, c'était juste pour essayer de comprendre l'obésité et apprendre à vivre mieux et à manger mieux et à se comporter de telle sorte à ce qu'on soit moins impacté quand on sera plus vieux, mais adulte. Le problème, c'est que j'ai fait 2 années où pendant 1 mois, l'été, j'allais en camp avec que des obèses. C'était des cures en fait. Je savais pas du tout que ça existait. Si, ok. vraiment, ça existe parce que tu fais 1 semaine à l'hôpital pour prouver que t'es obèse et pourquoi et que c'est grave. Ouais. Et bah, si t'as envie, ils t'envoient 1 mois dans les Pyrénées. Waouh. Ok. Et il y a, je sais pas, 50 gros qui Ok. vont de 4-5 ans à 18 ans. Waouh. Sauf que t'es pendant 1 mois ensemble, on t'apprend plus ou moins à comment manger, qu'est-ce que tu dois manger et qu'est-ce qu'il y a de bien pour toi. Tous les matins, tu fais 4 heures de sport, donc c'est vraiment hyper intensif, tu sors de là, t'es épuisé. Et en fait, j'ai l'impression que ça m'a pas forcément appris grand-chose. Juste, ça m'a fait perdre... par exemple, en 1 mois, on pouvait perdre 5-6 kilos, ce qui est quand même beaucoup. Mais sauf que quand tu reviens à la maison, même si tu essaies d'appliquer les choses, tu peux pas faire du sport 4 heures par jour. Bien sûr. Donc, tu en reprends forcément du poids. Et donc, comme j'ai tendance à oublier les choses,
j'ai l'impression d'avoir oublié comment je dois manger. Et du coup, j'ai l'impression que c'était pas forcément bénéfique, c'est juste moi je le vivais comme une punition en fait, parce que je me retrouve avec des gens pas forcément intéressants, que je reverrai jamais, mais juste pendant un mois, je suis obligée de faire des randonnées une fois par semaine et de faire du sport et de puer. Et c'était vraiment. Enfin, on avait des moniteurs de sport et ils nous disaient allez, allez. Parce que chaque semaine, en fait, on se pesait et on allait faire les mesures et la pesée. Et ceux qui avaient perdu 3 kilos en une semaine, ils étaient tellement contents et c'était les meilleurs du camp. Et moi, j'étais là. Ah ben, dommage, je fais du sport, je mange bien, mais ça me fait pas perdre du poids en fait. Et c'était un peu une honte, vraiment. Et je sais pas. Mon âme de révoltée crie, mais crie depuis 5 minutes et en mode attends, laisse-la finir de raconter cette expérience. Mais il y a vraiment un soldat en moi qui est en mode ah waouh. Mais ok. C'est fou. Pourquoi je savais pas que ça existait? Mais ça existe, mais en plus, j'avais des parents de mes amis qui, quand on se voyait à la fin de l'été, elles me disaient ah, ça va, t'as perdu un peu de poids, c'est cool, t'es belle, on sent que tu vas mieux maintenant. Et ben non. Oh mon dieu. C'est surtout le truc de t'es enfermé pendant un mois avec des personnes et le seul point commun que t'as avec ces personnes, c'est le surpoids. Enfin, à quel moment on pense que c'est comme ça qu'on va aider des personnes? Je sais pas, parce que je sais que ma soeur l'a fait aussi pendant 2 ans, comme moi. Il y a un mois où on a été ensemble, mais l'autre fois non. Et ça n'a rien arrangé. Hein. Enfin, on est aussi complexés l'une que l'autre et maintenant c'est un peu une fatalité en se disant que même en faisant du sport tous les jours pendant un mois, ça n'a rien changé. Et du coup maintenant, qu'est-ce qui marchera en fait? Rien, parce que le poids il est comme ça. Alors oui, on peut essayer de faire des régimes, mais les régimes, on a tous appris qu'on reprenait après. Les opérations, merci, mais non merci, parce que ça ne marche pas non plus. On reprend du poids. J'ai des cas que j'ai vus de mes yeux qui se sont fait amputer la moitié de l'estomac et qui, 10 années après, ils ont repris du poids. Donc ça veut dire quoi? Est-ce qu'on est obligé de se faire subir des violences au point de s'amputer pour perdre du poids? Moi, j'en suis pas capable. Déjà, j'ai une phobie, je pense, des aiguilles et des hôpitaux. Alors, en plus, les gens, ils changent beaucoup. C'est-à-dire que quand tu perds ton estomac, tu peux plus manger. En fait, tu bois que du liquide. Et donc, dès le départ, je pense en 3 mois, tu peux perdre 50 kilos. Mais c'est pas grave parce que ton corps, il subit juste. Et en fait, c'est toi, t'es une personne, mais ton corps, il change trop vite et tu te reconnais pas. Et en fait, les personnes, elles font des grosses crises d'identité. Et ça fait changer beaucoup de personnes. Et pour moi, les personnes, elles deviennent folles. Donc, je veux pas faire ça. Ok. Mais de toute façon, ouais. Enfin, c'est vraiment d'où tu pourrais avoir ce truc de je suis obligée de le faire. Enfin, il y a des personnes qui. Enfin... J'ai une amie qui a 21 ans. Ouais. Et qui est en train de faire cette opération. C'est son choix, donc moi je l'accompagne, je lui dis qu'elle fait ce qu'elle veut, mais je trouve pas ça bien, mais en même temps c'est son choix, parce que je sais qu'elle se sent pas bien dans sa peau, et qu'elle a tout essayé, et qu'elle arrive pas. Donc c'est une possibilité, mais moi c'est un truc que j'envisagerais pas en fait. Je comprends vraiment. Et puis... Parce qu'à 21 ans, se dire que ma vie elle est un peu fichue parce que j'ai du poids en trop, que à l'embauche je vais être discriminée, que pour choisir des vêtements je peux pas parce qu'il n'y a pas ma taille, que tous les jours je suis regardée et critiquée parce que quand je vais faire mes courses, j'ai beau acheter 10 000 légumes, il y a un gâteau que j'achète parce que ça me fait plaisir ou parfois c'est même pas pour moi. On est toujours critiqué tout le temps, et je peux comprendre que on en finisse là, mais j'ai pas envie. Ok. Je trouve ça incroyable que, au lieu de comprendre que il faudrait avoir un suivi psychologique et émotionnel,
Ça, c'est la médecine française, sans vouloir ouais, je crois, être redondante. J'ai un truc contre la médecine française. J'en ferai un podcast. Mais vraiment, genre, au lieu de voir pourquoi et de soigner le mal-être, en fait, on donne des normes comme ça et on dit faut que tu casses dans les normes, va dans les normes, va dans les normes, va dans les normes. C'est quoi cette société malade où on dit qu'il vaut mieux s'amputer une partie d'un de ses organes plutôt que de respecter des personnes? Ok, là c'est mon âme de révoltée qui jette un pavé dans la mare en mode... Ah non, mais moi je suis révoltée, mais ça fait 20 ans que je suis révoltée. Toi tu dois me regarder en mode elle est mignonne. Elle est en train d'apprendre des trucs. Ouais, bref, Léa, ok. Violence symbolique. Parce que du coup, tu évoquais le fait d'être jugé constamment, que ce soit dans la rue, quand tu parlais de la médecine aussi, ouais. Quand tu vas chez le médecin, par rapport au moment où quand tu fais tes courses, par rapport à la taille des vêtements, est-ce qu'il y a un moment où tu as compris que tu étais victime de violences symboliques et est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit putain, enfin tu vois, est-ce que ce que je suis en train de faire là en ce moment, d'être genre révoltée dans le vide, est-ce que ça s'est passé en toi à un moment où c'était progressif? Bah, cette année par exemple, du coup j'ai lu le livre Gros n'est pas un gros mot. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à m'intéresser à un peu tout ce qui est grossophobie. Et donc, il y a un court-métrage qui est extrêmement bien fait. Ça dure une demi-heure, ça s'appelle Grosse. Et il est disponible sur YouTube. Et dedans, il y a beaucoup de formes de violences symboliques. Que ce soit à l'emploi, où il y a même des violences quand tu vas chez le gynéco et tout. Et à partir de ce moment-là, j'ai compris qu'il y avait des choses qui s'étaient passées chez moi qui n'étaient pas normales. Par exemple, quand je vais chez le médecin et que j'ai un rhume et qu'on te dit qu'il faudrait faire un régime, bon bah c'est pas très logique. Vraiment, il y a des trucs que je comprends pas. Ou même rien que pour acheter des vêtements, je vais pas dans les magasins dans lesquels tout le monde va. Et au moment de Noël, je savais que j'avais un bon de réduction à utiliser. Donc je suis allée dans le magasin Grain de Malice. Je sais pas si tu connais, mais c'est une marque de vêtements qui fait des trucs un peu sympas, mais ça s'arrête au 48, donc ma taille. Et c'est dommage parce que ma mère, elle aime beaucoup ses vêtements, et ma mère, elle fait 2 tailles de plus que moi, donc elle peut pas rentrer dans ses vêtements. Et donc j'ai essayé 2 robes, une un peu décolletée et moulante, et l'autre, je sais plus. Mais du coup, dans la robe un peu moulante, j'ai dit à ma mère que je me sentais pas de la porter, parce que je trouvais ça joli, mais je me sentais pas dans la rue de la porter. Et la vendeuse, elle s'est approchée de moi parce qu'elle était à côté des cabines d'essayage, et elle m'a dit: ah, vous savez, madame, il y a des consultations gratuites, si vous voulez, qui se fait avec une des vendeuses pour vous choisir un look, donc une tenue. Et ça peut aider des personnes qui n'ont pas trop de confiance en soi, par exemple à l'embauche ou autre. Et sauf que ça allait. À ce moment-là, je me suis juste dit, je suis pas capable de porter cette robe devant un public, mais ça allait. Et en fait, je l'ai pris pour moi, de me dire, d'accord, elle a vu que j'étais grosse, alors est-ce que pour elle j'ai besoin d'un conseil en vêtements? Après peut-être que je prends les choses pour moi aussi et que c'était juste de la bienveillance, mais sur le coup j'ai très très mal vécu ça. En fait, je pense que on peut pas savoir en fait de si c'était de la bienveillance ou de la discrimination, parce que en fait tu vis la discrimination tellement quotidiennement que peut-être que même quand elle est pas là, t'es obligé de la vivre en fait. Ouais. Parce que non seulement tu l'as intériorisée, et en plus tu la vis tout le temps, donc comment tu différencies les choses? Parce que là, ça peut... Genre, quand t'as commencé à me le dire, je suis en mode... Je vais me vénère contre elle. Après, t'as continué à parler, je me dis, oh, peut-être pas. Et maintenant, je sais juste pas. Et... Ouais, moi non plus. Et il y a beaucoup de situations comme ça, en fait. Ouais, c'est ça. Sauf que il y a beaucoup de situations discriminantes et moi, ça m'empêche de faire certaines choses. Ouais. Par exemple,
depuis que j'ai vu le court-métrage Grosse, où la fille elle subit des violences quand elle va chez la gynéco, j'en avais déjà entendu parler et j'ai peur de faire ça, d'aller voir un médecin, un gynéco, et je pense que je vais mettre du temps à y aller parce que j'ai entendu aussi des sages-femmes qui étaient très très méchantes, voire violentes avec des femmes enceintes. Et je trouve pas ça normal parce qu'on est déjà en position de vulnérabilité. Et en plus, faire ça quand t'es à demi nu, t'as aucun moyen de contrer ça. Tu subis. Et c'est des trucs fous. Ouais, après, pour les gynécos, il y a un site que je mettrai dans la description où ça répertorie normalement les gynécos safe. Donc je le précise parce que c'est aussi un problème qui s'est posé à moi pour d'autres raisons, pour des raisons de trauma, tout ça. Mais vraiment, normalement, il y a un site qui répertorie et c'est censé être vraiment des gynécos safe. Donc, si au bout d'un moment, tu auras besoin d'y aller, tu pourras regarder à ce moment-là. Et oui, je comprends que déjà, quand tu es une femme, il y a le problème d'aller chez la gynéco, mais en plus, quand tu es une femme victime de ce type de discrimination, il y a encore plus de peur qui est rajoutée, quoi. Donc, est-ce qu'il y a des sites spécialement destinés aux personnes dans ton cas ou pas, aux personnes pour qu'elles soient pas victimes de grossophobie? Il y a le groupe Facebook Gras Politique, qui en fait c'est très bienveillant, je trouve, parce que on peut demander, c'est des personnes de partout en France et je pense dans les pays francophones, et il y a plein de gens dessus, essentiellement des gros, et en fait quand on a, moi j'ai vu par exemple une personne dire j'ai besoin d'un jean qui tienne, est-ce qu'il y a des sites que vous me conseillez? Et il y a souvent des personnes qui répondent en donnant leurs astuces et tout. Et je crois qu'elles ont fait ça aussi pour les médecins et ce genre de choses. Et c'est quand même pas mal. Donc si vous voulez, la page Facebook de Gras Politique. Mais après, je me suis pas trop penchée là-dessus. Ok. J'ai peur, du coup, je vais pas chez le médecin. Ouais. Ça, c'est encore un autre truc. Mais ok, merci beaucoup. Je le mettrai dans la description. Je pense que c'est important de savoir aussi où aller chercher les informations et où trouver l'identification. Ok. Oui, avant qu'on passe à autre chose, est-ce qu'il y a un autre aspect de ton corps dont tu aimerais parler ou pas? Une autre chose dans le corps, par exemple les poils, à tout hasard, dont tu aimerais parler ou pas forcément? Ouais, peut-être deux. Parce que tu me rediras pour les poils. Mais d'abord, j'étais vraiment beaucoup et toujours complexée par mon acné. Ok. C'est un truc, je crois, j'ai commencé à en avoir depuis que j'ai 8 ans. Donc, plus de la moitié de ma vie. Et j'ai toujours été extrêmement complexée parce que j'ai une acné qui est encore forte. Et j'ai été voir pas mal de médecins, des dermatos spéciales anti-acné. J'ai essayé énormément de produits et en fait ça n'a jamais marché. Il y a juste un traitement qui a marché parce que c'était bourré d'hormones et que ma peau elle tombait. Ouais. Tellement c'était fort. Très efficace. Sauf que au bout de 6 mois j'ai toujours des boutons quoi. Ouais. Donc ça c'est vraiment un truc qui m'a complexée énormément parce que j'avais tout en fait. J'avais l'appareil dentaire, l'acné et le poids, enfin le surpoids. Et ma soeur elle m'appelait Ugly Betty. C'était pas méchant, elle était petite, mais... Ouais, l'amour fraternel. Voilà, Ugly Betty quoi. La sororité. Ouais. Donc vraiment ça c'est un truc qui me fait encore énormément complexer. Surtout que ça fait mal, les boutons d'acné. C'est pas agréable. Donc voilà. Ok. Et pour les poils, j'ai jamais trop aimé mes pieds parce que ça fait mal et que en fait quand j'essaie de faire à la cire, ça m'arrache la peau. Donc j'ai pas trop envie de... Parce que t'as une peau sensible. Ouais, j'ai une peau très sensible.
Et du coup, mes boutons sont très rouges. Et en fait, quand j'arrache mes poils, par exemple, des jambes, bah déjà, je pleure beaucoup parce que ça fait très mal. Et en plus, ça n'arrache pas tout. Parce que j'ai une pilosité qui est quand même assez importante. Et juste, ça m'arrache la peau. Donc, avec ma mère, on s'est dit, bon, bah, arrêtons de se torturer et juste, on ne fait plus d'épilation à la cire. Je suis jamais allée chez l'esthéticienne parce que juste à l'époque ça coûtait trop cher et on est 3 filles et on n'avait pas très envie de dépenser l'argent là-dedans. Et du coup j'ai fait au rasoir et depuis je crois que j'avais du mal parce que je faisais ça que pendant l'été au moment où j'exposais mes genoux et mes jambes à vue de tout le monde en fait. Et, et c'est fou parce que même quand je me rase en fait, le lendemain, on sent des trucs qui piquent. Donc c'est mes poils qui repoussent. Donc c'est affreux parce que si je veux vraiment être clean au niveau de mes poils, il faut que je fasse ça presque tous les jours. Ouais. C'est quand même très contraignant, surtout quand on a beaucoup de peau sur les jambes. Je n'aime pas ça du tout. Et du coup, j'ai appris que c'était aussi féministe d'avoir des poils et que c'était juste le fonctionnement du corps humain et que c'était utile les poils. Et j'essaie depuis 2 ans de laisser pousser mes poils, mais en fait à l'été j'arrive pas et je rase tout ou j'épile comme je peux. Et au final, là ça fait 6 mois que j'ai pas rasé. Et je crois que pour moi ça va, sauf quand je sors dans la rue. J'ai testé que 3 fois en ayant juste des robes, donc en ayant les mollets qui sont juste nus avec des poils. Pour l'instant, j'ai encore du mal. Mais j'espère que cet été, je craquerai pas et que je laisserai mes poils. Ok, donc une évolution progressive. Ouais. Ouais, ok. Ça nous a fait beaucoup de bien à beaucoup de monde, je pense, quand le féminisme a dit en fait, c'est féministe de les garder. Et nous, les personnes qui cherchaient la première brèche dans laquelle rentrer pour arrêter de s'épiler, on était en mode ah, super. Merci. Mais c'est sûr, mais surtout de te dire en fait, t'es une femme, mais t'es pas obligée de te faire mal pour être belle. C'est ça. C'est ça, ouais, exactement. Mais en fait, moi, c'était vraiment. Genre, j'ai toujours su que ça me cassait les couilles. Et j'attendais juste qu'on me dise t'as le droit. Parce que, aussi en tant que femme, j'ai été élevée en mode faut qu'on me dise que j'ai le droit pour que je fasse. Et au moment où on m'a dit t'as le droit, et en plus ça correspond à toutes tes valeurs, j'étais en mode bah écoutez, alors là, allons-y, levons les bras en débardeur et tout ira bien. Mais enfin, je fais la maline, mais ça m'a pris du temps. Enfin, ça fait que 2 ans que j'arrête de m'épiler. Et l'été dernier, j'étais en mode c'est compliqué, mais allez, on va y aller. Il y a quelques moments où ça me faisait pleurer de manque de confiance en moi et tout, mais je pense que là, cet été, ça ira mieux. Donc tout ça pour dire que c'est vraiment progressif. Et que si vous nous écoutez, que vous avez envie d'arrêter de vous épiler, homme, femme, trans, qui que vous soyez, non-binaire, etc., juste ne le faites pas. Et ça booste l'ego aussi. Hein. Ça, c'est un petit bonus que j'ai découvert. Genre, il y a une sorte de sentiment de puissance d'être en mode ouais, je corresponds plus aux normes que je m'étais empesées. Ouais, allez. Let's go. Ok, on va conclure le corps, je pense. Oui, il y a un autre truc dont je voulais parler, parce que quand on a préparé cette interview, tu m'as dit que t'étais quelqu'un, enfin que tu te considérais comme quelqu'un de négatif. Ouais. Et est-ce que tu penses que toute la violence symbolique et toute la violence quotidienne dont on vient de parler, ça a eu un impact et un effet sur le fait que tu te considères comme négative? Je pense, mais en même temps, pas, enfin, ça a pas fait toute ma négativité, mais c'est juste que quand j'étais plus jeune, il n'y avait pas trop de trucs qui étaient bien dans ma vie. Du coup, il n'y avait pas de moment où j'étais positif en fait. Enfin, les seuls moments positifs, c'était quand je lisais des livres, et là c'était cool.
Et je pense que c'est à partir du moment où j'ai commencé à lire que ça a été un peu mieux dans ma vie. Mais il y a quand même beaucoup de choses négatives. Et de manière générale, j'arrive pas à me dire qu'un moment était bien. Même si sur le moment, je le vis et je me dis juste que c'était normal et je me concentre sur ce qui était pas bien. Donc un peu oui et non. Ok, ouais, ok. Et depuis quand tu te considères vraiment comme... Parce que c'est quelque chose que j'ai l'impression que tu affirmes. Genre c'est une des premières choses dont tu voulais parler quand on a dit qu'on ferait cette interview. Et du coup, pourquoi tu penses que c'est aussi important dans ta vie et pour toi? Parce qu'en fait, c'est juste constitutif de ma personne. J'ai l'impression que je vois qu'à travers ce prisme. Et que, enfin, du coup, ça remonte, je pense, au collège. Enfin, après, je me souviens pas d'avant, donc je peux pas trop dire. Mais à partir du collège, j'ai commencé à être assez négative. Et je me souviens que quand j'étais à la fin du collège, il y a eu un jour dans l'année de troisième où je me suis réveillée et où j'étais de bonne humeur. Un jour. Sur une année, c'est très peu. Et je me suis dit, ah oui, on peut être comme ça aussi. Ah ouais, c'est le contraste aussi qui... Et ouais, c'était très dur parce que à ce moment-là, j'étais vraiment un jour hyper positif et c'était cool. Mais j'ai eu beaucoup de mal à me dire, c'est pas normal en fait d'être comme je suis. Et même, par exemple, l'année dernière, c'était un moment où j'étais pas très bien dans ma peau. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a que des moments pas très bien dans ma peau, mais en même temps, c'est comme ça que moi je le vis. Et j'étais vraiment pas bien, et je crois que je voyais que le négatif, je râlais tout le temps, j'étais presque méchante envers les personnes qui m'entouraient parce que j'arrivais pas à, à dire à la personne que je ne supportais plus, que justement je voulais plus la voir et que je voulais plus qu'elle fasse partie de ma vie. Et du coup, j'ai commencé à être désagréable envers tout le monde en fait. Et à partir de ce moment-là, je crois que je me suis vraiment dit, bah en fait, je suis une personne négative. Vraiment. Ok. J'essaie de m'en sortir, mais... C'est par le fait de l'être envers les autres que tu t'en es rendu compte du coup? Ouais, parce que à ce moment-là, on m'a dit, Audrey, tu vas loin parfois. Ouais. Et je me rendais pas compte que je râlais tout le temps, que j'étais hyper négative, que je disais des gros mots tout le temps, et que vraiment, j'étais une personne... C'était pas cool d'être avec moi, en fait. Et j'avais pas l'impression que c'était comme ça, juste j'avais une mauvaise journée, je me couchais très tard et du coup j'étais fatiguée et la vie c'était nul et il y avait rien de positif, donc j'étais là putain fais chier, c'est de la merde. Et juste je disais ça tout le temps et en fait je peux comprendre maintenant que c'était pesant. Et c'est plus le cas maintenant du coup? Bah j'essaie un peu d'être moins comme ça. Et tu te forces? Ouais, parfois. Okay. Enfin, je crois que j'ai commencé à me forcer, mais j'essaie parce que c'est pas un truc qui me fait plaisir d'être négative et d'être désagréable aux autres en fait. Mais c'est dur. Ouais, je comprends. Parce que par exemple, quand je vis des trucs qui sont cool, bah j'ai tendance à me souvenir que du négatif et du coup les gens ils sont là, ah oui, on a eu une journée trop cool et c'est super cool et les trucs. Et moi je suis là, non, ma vie c'est de la merde. Est-ce que t'es déjà allée voir un psy? Ouais. Ouais, ça t'a fait du bien ou pas? Ouais. Okay. Parce que c'était... À l'époque, j'étais très stressée par le bac. Ouais. Et ça n'a pas duré longtemps, mais elle m'a donné des cartes pour essayer de maîtriser un peu ça. Mais je pense que j'étais pas encore consciente tout à fait que j'étais trop négative à ce point-là. Et est-ce que t'aimerais en revoir? Ouais. Ok. Je pense, ouais. Ça serait bien. Parce que... ouais. Parce que je comprends. Et ce que c'est d'avoir l'impression d'être vraiment enfermé dans sa propre négativité. Et c'est vraiment un sentiment d'enfermement. Enfin, pour moi, ça, c'est de l'enfermement. Oui. Et peut-être que de retourner voir un psy, ça peut t'aider à... Ouais. Parce qu'au moins, cette personne, elle est faite pour ça. Enfin, c'est un professionnel. Et du coup, ça pourrait t'aider à gérer par rapport à tes relations au moins. Parce que j'ai l'impression que c'est vraiment pour tes relations que ça te saoule. Oui. Parce que pour toi, toute seule, j'ai l'impression que tu t'y es habituée. Oui, bah voilà. Voilà.
Alors que tes amis, tu les aimes et t'as pas forcément envie. Oui, et puis j'ai envie que de ce les soit garder. ça. Ouais, c'est ça. Je les aime. Mais après, il y a aussi des raisons pour lesquelles eux ils t'aiment. Oui, mais je pense que entendre une personne qui dit que des choses qui sont pas cool toute la journée, c'est pas non plus la personne que t'as envie de voir en premier, quoi. Enfin, ça dépend, mais je crois que c'était devenu trop à un moment, et même eux, ils me disaient Audrey, réfléchis, il y a des trucs qui sont bien dans ta vie et ça va pas si mal. Et moi, j'étais là, non, ça va mal. Vraiment, il y a eu des moments où j'étais en crise, en larmes, et j'étais pas bien, et j'ai eu du mal à essayer de m'en sortir, en fait. Enfin, je suis pas forcément sortie, mais Tu t'en as plus l'air en tout cas. Ça va mieux. Ouais. Parce que moi, tu dégages pas du tout ce que tu dis dégager quand je te parle. En tout cas. J'espère, parce que j'avais l'impression que, tu vois, quand je suis venue te parler à la fin de l'année, que je t'avais donné une image hyper négative de moi, genre toute l'année. Parce que vraiment, encore ça allait mieux cette année, mais j'ai l'impression d'avoir été quand même assez négative. Et j'avais l'impression que tout le monde le savait. Non. je l'affirme, hein, du coup. Non, vraiment pas. C'est vraiment pas... Parce que je comprends ce truc de quand t'as l'impression que quelque chose te définit, t'as l'impression que tout le monde te voit sous ce prisme, puisque c'est sous ce prisme que toi-même tu te vois. Par rapport... On en a discuté avant l'interview, mais par exemple, moi, mes problèmes de santé, j'ai l'impression que tout le monde peut les voir, alors que non. Les gens découvrent que je suis hypersensible, que j'ai des états dépressifs et que j'ai tout le temps mal quelque part. Ils le découvrent quand je leur dis, en fait, parce que c'est pas écrit sur moi. Voilà. Mais toi, en fait, c'est pareil, il n'y a aucune négativité qui se dégage de toi, et pourtant, je pense pouvoir dire que je suis quelqu'un qui sent les énergies. Ouais. Enfin, des fois, il m'arrive de juger des personnes juste parce que j'aime pas leur énergie. Ça, c'est mon problème aussi, mais... Et toi, il n'y a vraiment pas cette énergie-là qui se dégage de toi, je trouve. En tout cas, donc c'est pour ça que je te parle de psy, parce que j'ai l'impression que c'est plus quelque chose à l'intérieur de toi à explorer et à voir la racine. Et ça, faut le faire avec un professionnel. Que quelque chose qui est vraiment constitutif de toi et de tes relations. Après, c'est mon avis, tu vois, et je te connais depuis pas longtemps, mais je te le donne. J'ai pensé aussi, donc. Voilà. Ouais, vraiment, parce que genre, quand tu m'as dit que c'était la première chose dont tu voulais parler, je me suis dit, mais waouh, c'est que tu penses vraiment que ça te définit, donc c'est vraiment intéressant de réfléchir autour de ça. Est-ce que cette négativité, elle incarne des émotions particulières qui prennent beaucoup de place chez toi? Pas forcément, mais par moments, je suis juste en colère, et juste dans des moments où je me dis que rien ne va. Ouais, la colère peut-être. Ouais. Mais pas tout le temps. Ok. Est-ce que cette colère, elle te porte ou c'est qu'un frein pour toi? Pas mal un frein, parce que j'arrive pas à l'exprimer. Je suis un peu révoltée de plein de choses, et je crois que depuis que je suis toute petite, mais j'arrive pas à en faire quelque chose de formateur et un truc qui me pousse. C'est plus je suis en colère, alors je vais me refermer sur moi, être encore plus négative, et en fait aujourd'hui j'ai pas envie de sortir, et je vais juste être mal, et c'est tout. Ok. Donc un peu un enfermement sur soi et un cocon de tes émotions négatives, quoi. Ouais. Ok. Est-ce qu'on ferme la négativité? Est-ce que tu as d'autres choses à dire à ce sujet-là ou pas, toi? Pas trop. Ok. Est-ce qu'on peut passer à le moment genre et sexualité? Oui. Oui. Alors, quel est ton rapport à ton genre et du coup à ta féminité? Alors, le rapport à mon genre, je crois que j'ai toujours su que j'étais une fille. Et je crois que je me suis construite en opposition avec ma petite sœur, qui a seulement 2 ans moins que moi. Donc moi j'ai 20 ans et elle 18 ans. Et elle a toujours été
un petit peu garçon manqué. Mais en fait, je trouve pas les mots pour dire autrement, même si je sais que c'est pas un bon mot. Mais elle a toujours aimé, je sais pas, faire des... Enfin, jouer aux voitures, ou elle criait beaucoup, elle prenait du temps de mes parents, enfin vraiment beaucoup de temps. Elle avait besoin de se dépenser tout le temps. Et en fait, moi, j'ai l'impression que j'ai toujours été une petite fille calme, qui parlait pas beaucoup, qui dessinait dans son coin et qui était cool avec ses livres et ses Barbies. Et vraiment, je crois que j'ai toujours aimé porter des robes et je me suis jamais posé la question en fait du genre. Vraiment. Je pense que je me la suis juste posée il y a à peine un an en découvrant les livres sur les transgenres. Ouais. Et je savais même pas que ça existait en fait. Parce que juste j'étais centrée sur moi et je me disais, bah oui, il y a des garçons, il y a des filles. Et il y a des garçons qui aiment les garçons et des filles qui aiment les filles, mais ça s'arrêtait là en fait. Ouais. C'était quoi le livre ? Normal. Entre parenthèses, le E. Ah, ok. Je connais pas. Je te montrerai tout à l'heure. Oui. Ça m'intéresse, le lien sera dans la description. Et du coup, c'est il y a un an, donc c'est ici. Ouais. Et est-ce que ça t'a apporté quelque chose de découvrir ça ou pas ? Bah, je trouve déjà que c'est hyper enrichissant et en fait, j'en avais même pas conscience en fait. Donc je me suis juste dit, waouh, il y a une partie de la population que je comprends pas. Ouais. Mais moi, en tant que personne, ça m'a pas trop changé parce que j'étais, je pense, droite dans qui j'étais par rapport à mon genre, du moins. Ouais. Donc ça t'a pas posé de remise en question, mais par contre, tu t'es dit, waouh, enfin, c'est possible, quoi. Ouais. Ok, donc ça, c'était ton rapport à ton genre. Et maintenant, est-ce que tu as quelque chose à dire sur ton rapport à la sexualité ? Genre, à plusieurs ou en masturbation solitaire ? Ouais. Bah, je sais pas, j'ai peut-être été très naïve, mais j'ai découvert la masturbation quand j'avais plus de 18 ans. Ouais. Donc je savais même pas que c'était possible en fait chez une fille. J'ai l'impression que je connaissais pas du tout mon corps en fait. Et bah, j'ai découvert parce que déjà dans les livres, je crois qu'on en parlait pas beaucoup, mais il y a un truc qui a dû me taper dans l'œil et me dire d'accord, c'est possible, c'est un peu étrange quand même. Parce que en fait, comme j'avais pas de membres visibles comme les mecs, bah, je savais même pas que c'était faisable en fait autrement que par pénétration d'un sexe masculin dans un sexe féminin. Et juste, on m'en a jamais parlé. Et en fait, même je me demandais comment les lesbiennes elles faisaient. Tu vois, c'est fou quand même. Et à un moment donné, je parlais avec une amie qui m'est très proche. Et on me parlait de masturbation. Et je lui disais, mais comment tu fais ? J'ai essayé genre 2-3 fois, mais je sais pas comment faire. Et elle m'a appris. Elle m'a dit, mais si, c'est simple, tu verras. Meilleur pote, hein. Mes meilleurs potes. Vraiment. Et en fait, depuis ce moment-là, je crois que j'ai commencé à comprendre. Je suis pas sûre que je fais bien. Disclaimer, on ne fait pas mal ou bien. Non, bien sûr, mais je suis pas sûre d'avoir du plaisir en fait. Oui, voilà, ok, dans ce sens-là. Ouais. Parce que franchement, je base tout sur les livres, toute ma connaissance. Et souvent, l'orgasme, c'est défini comme quelque chose d'extrêmement puissant qui vient sublimer l'acte et tout. Et j'ai pas l'impression d'avoir vécu ça. Donc peut-être que ça changera, mais pour l'instant, je crois que je l'ai pas vécu. Ok. Et du coup, j'ai pas de copain, j'en ai jamais eu, et j'ai jamais couché. Donc je suis vierge. Et du coup, je pense que c'est sûr, c'est ma seule expérience sexuelle en fait, la masturbation. Ok. J'ai plein de choses à dire. Vas-y. La première chose à dire, c'est le moment où je vais être vraiment présente dans ce podcast, je pense, par rapport à ton rapport à la masturbation. Ouais.
Parce que c'est hyper important pour moi ce que tu viens de dire, parce que j'ai découvert la masturbation il y a 1 an. J'ai 21 ans. Et en fait, je me doutais depuis pas très très longtemps que ça existait pour les filles. Mais en fait, c'est exactement pareil. Hein. Genre, dans ma tête, les mecs le faisaient et les filles, peut-être, mais pas de ouf. Ouais. Tu vois? Bah oui. Et c'est en devenant fan de Mademoiselle depuis 1 an et demi. Et Mademoiselle a toute une rubrique sexo. Et en voyant des vidéos où Mademoiselle en parlait vraiment beaucoup, que je me suis dit, mais c'est un vrai truc en fait. Genre, en fait, les gens le font. Et du coup, j'ai commencé à en parler autour de moi, à mes amies qui m'ont toutes dit qu'elles le faisaient régulièrement depuis longtemps. Et là, il y a eu un truc, je sais pas si toi ça te l'a fait, mais moi, il y a eu un truc assez intense de je ne suis pas normale de ne pas le faire. Ouais. Ça te l'a fait aussi? Oui. Et surtout, moi, j'ai vu l'émission Click en partenariat avec Paulette. Ouais. Qui parlait de sexualité et sexualité féminine. Et il y avait une femme qui disait que les filles, elles pouvaient se masturber depuis l'enfance en se frottant à des objets ou autres. Et déjà, je me suis dit, waouh, c'est trop bizarre, c'est des bébés. Enfin, des bébés, c'est des personnes petites, quoi. Ouais. Et au départ, je comprenais pas trop, quoi. Ouais. Et puis je me suis dit, bon bah c'est quand même pas trop normal quoi, enfin si moi je comprends pas ça, enfin... Après, je sais que dans ma famille on n'est pas forcément pudique là-dessus, parce que avec ma mère et ma grand-mère on a toujours parlé de sexualité. Ouais, ma mère est vraiment très ouverte, parfois trop, mais très ouverte. Et en fait, même avec ma sœur, j'essaie d'en parler. Bon, ma sœur est très complexée sur sa sexualité. Donc je pense qu'elle le fait pas. Mais en même temps, je peux pas trop savoir, mais je pense que vraiment, vu comment elle est complexée, elle, en tout cas, c'est inenvisageable d'en parler avec elle. Et avec mes potes, je crois que comme je savais même pas que ça existait, j'ai juste jamais posé la question. Oui, c'est ça, ouais. Donc je sais pas trop. Mais c'est hallucinant quand tu commences à poser la question, de te rendre compte. En fait, c'est un peu le processus qui a mené à ce podcast, parce que quand j'ai commencé en moi-même voulant me comprendre, en posant des questions aux personnes extérieures, déjà j'ai compris le principe de ce podcast maintenant. Genre, j'écoute les gens et du coup les gens m'apportent. Voilà. Et surtout, j'ai compris à quel point c'était un tabou, parce que ces personnes, la plupart du temps, n'avaient jamais parlé à personne. Ouais. Ou à une personne. Et parce que personne ne leur pose la question. Et je sais aussi qu'il y a des filles qui en parlent depuis le début de leur sexualité, et qui ont des discussions sur ça, sur des sextoys, etc. Mais moi, mon entourage, en tout cas, c'était ça. Et du coup, j'ai compris que c'était un gros tabou. Et c'est pour ça aussi que c'est une question qui me tient à cœur dans ce podcast. Parce que je veux pouvoir représenter la masturbation féminine, et je veux pouvoir représenter le fait que ce soit quelque chose de flou. Ouais. Mais c'est fou. D'extrêmement flou. Et du coup, moi, je le fais que depuis 1 an. J'ai jamais eu d'orgasme non plus. Parce que je pense que... Enfin, on découvre notre corps depuis pas longtemps, du coup. Ouais. Et ça vient pas par magie non plus. Ouais. Enfin, faut apprendre et ça se développe, quoi. Donc j'ai appris à me pardonner pour ça aussi, parce que des fois, j'étais en mode... C'est ça? Et après, j'ai lu des articles sur ce que c'était l'orgasme, et j'étais en mode... Ah non, c'était pas ça, non. Exactement pareil. Un bébé du bébé orgasme. Exactement. Donc ouais, et pourtant, enfin, j'ai eu des copains aussi, mais j'ai vraiment jamais... j'ai couché avec genre 3 personnes différentes, et j'ai jamais eu de véritable orgasme, je crois. Enfin, je pense que j'aurais été au courant si c'était arrivé. Ouais. Donc il y a vraiment un truc de... quand tu découvres ça, ben, tu découvres ton corps, et il faut le temps que tu fasses connaissance, que tu lui dises bonjour, alors c'est quoi tes zones érogènes? C'est à quel endroit? Ah, c'est clair. Donc voilà, pour la masturbation, du coup, merci beaucoup d'en avoir parlé, parce que j'avais presque hâte d'avoir quelqu'un qui en parle, pour pouvoir parler de ça, de ben ouais, des fois, quand t'es une meuf, tu découvres ta masturbation à 20 ans et tu tombes des nues, et j'ai vraiment eu une période où j'allais très mal. Ah oui, je voulais dire ça aussi, qu'il y a eu une période où, comme je me pensais anormale, je me détestais et je voulais y arriver,
Mais sauf que j'y arrivais pas et du coup je me forçais et c'est pas le principe de la masturbation de se forcer. C'est clair. Tu fais violence à ton propre corps en fait. Donc ça c'était pas une période incroyable et il y a eu un moment où ça s'est débloqué psychologiquement. Il s'est passé un truc psychologique dans ma vie dont je vais pas parler qui fait que ma masturbation s'est débloquée. Donc voilà, il y a plein de cas de figure sur la masturbation et si vous avez des questions sur votre masturbation, ça peut aussi être intéressant d'aller en parler à un psychologue parce que en fait c'est naturel normalement quand t'es enfant de te toucher et d'explorer ça et quand c'est pas le cas c'est souvent qu'il y a quelque chose derrière et ça va finir par sortir donc parce que l'inconscient est un petit bâtard donc ça va finir par sortir donc je vous encourage à aller voir des psychologues. Je suis la meilleure pub pour les psys qui puissent exister. Ça fait du bien. Et allez voir des psys. Ok, je clôt la masturbation, merci beaucoup. T'as parlé du fait du coup que t'avais pas de copain, que t'avais jamais eu de copain et du coup que t'étais vierge. T'as eu un petit rire nerveux sur dire que tu étais vierge. Est-ce que c'était parce que tu es gênée ou est-ce que c'est parce que c'est quelque chose qui est problématique pour toi? Peut-être les deux. Parce que j'ai l'impression que je le dis à mes amis proches, mais en tout cas c'est pas forcément gravé sur mon front. Donc c'est difficile de... Enfin je sais pas, quand je croise une personne je dis je suis vierge. Sauf quand c'est ton signe astrologique. Mais oui, en plus. Tu pourrais faire genre. Totalement. Mais non. Mais oui, je pense que c'est un gros complexe quand même. Parce que j'ai l'impression que c'est la normalité en fait d'avoir un copain. Et quand tu commences à avoir un copain, de coucher. Enfin, après, je sais très bien que je le ferai quand je me sentirai prête, mais il faut déjà que j'ai un copain en fait. Donc le problème pour moi, c'est que j'ai jamais eu personne dans ma vie. Et que pour l'instant, je me sens plus ou moins prête avec mon corps. Mais juste, j'ai pas l'occasion. Et je veux pas faire ça sur un coup d'un soir. Une rencontre Tinder ou autre. Parce que c'est important quand même. Et je sais pas, j'ai l'impression que pas mal de mes copines l'ont fait quand elles étaient plus ou moins jeunes. Enfin, lycée, fac ou autre. Et en fait, moi j'étais là, je les écoutais. Et je me disais, c'est cool d'avoir un copain et l'acte sexuel en soi, c'est super cool, c'est un moment de partage et tout. Et c'est juste un truc que j'ai pas vécu et je me sens vraiment, je sais pas, un peu amputée face à ça. Enfin, j'ai l'impression que je vais finir vieille fille en fait parce que j'ai déjà 20 ans, j'ai connu personne et je sais pas, juste... T'as une impression de fatalité en fait. Ouais. En même temps, c'est compliqué de rencontrer des gens et intimes à ce point-là, quoi. Ok. Ça aussi, c'était un truc important pour moi d'en parler dans ce podcast. Du fait de pas se sentir normal, de jamais avoir eu de copain en ayant atteint la vingtaine. Parce qu'en fait, on nous représente tellement que le couple, c'est au lycée, à partir du lycée, et puis toute ta vie après, et que dans les séries, dans les livres, dans les films, c'est vraiment tout tourne autour de ça, quoi. Ah ouais, clairement, mais de manière générale, tout tourne autour du couple. Ouais, c'est ça. Et du coup, tu t'as prononcé le mot amputé, tu vois, genre c'est même plus qu'un manque, c'est vraiment quelque chose qui... c'est fort. Et j'ai l'impression que ça me définit parce que, pas forcément, mais quand même un peu, parce que j'ai l'impression que tout le monde a vécu ça et que c'est une partie d'eux qui est quand même super cool. Et moi, non. Du coup, j'ai l'impression de... j'ai pas vécu ça, donc il me manque des choses. Ok. Non. Non, mais je sais, mais... Au fond, Léa, ne fais pas ça, ne dis pas non. Non, mais je sais que... Bien sûr que tu sais, oui, je sais. Tu vois. Bien sûr. Non, c'est... mes réflexes de meuf débile. Mais... Non, tu es pas la vie. Tu es légitime à dire que tu te sens amputée, bien sûr que oui.
Parce que, enfin, de toute façon, tout le monde te le martèle tout le temps, donc c'est normal. Mais voilà, merci beaucoup de donner cette représentativité aussi. Et je le redis là parce que ça peut intéresser des gens dans le podcast et je te le redis à toi. Il y a un site de rencontre qui est beaucoup plus bienveillant que Tinder et qui a beaucoup plus pour but de créer des relations durables. En fait, c'est l'identité du site, c'est que c'est pour des relations durables. Après, moi j'en ai pas une grande expérience, donc c'est que ce que moi j'en ai reçu. Donc s'il y a des gens qui ont des critiques à faire sur ce site, n'hésitez pas à partager pour que je prévienne. Mais le site Bitolérante, qui à la base est fait... Enfin, je l'ai connu parce que c'était bienveillant pour les LGBTQ+. Ouais. Mais c'est la ligne directrice et tu peux être n'importe quoi, t'es pas... Enfin, c'est pour toutes les personnes. Ouais. Donc voilà, je te le redis si t'en as besoin un jour ou si t'as la curiosité. Et pour les gens aussi, que c'est vraiment des gens qui sont plus sérieux. Et c'est pas le coup du soir de Tinder ou le truc où il y a des gens hyper malveillants dessus aussi. Ouais. Sur Tinder quand même. Donc voilà, une piste que je te donne. Il y a aussi juste faire ta vie et... Ouais, mais j'ai l'impression, tu vois, que... Enfin, je sors pas beaucoup, tu vois. Je vais à la fac et à la limite, je vais aller à la librairie et faire mes courses. Et en fait, du fait que j'aime lire et que j'aime faire des trucs assez solitaires, bah je sors pas trop en fait. Même, par exemple, on n'avait pas cours le vendredi et du coup, je pouvais passer 3 jours chez moi sans sortir. Et en fait, je sortais le lundi matin quand il fallait aller en cours. Et bah voilà, je sors pas et j'ai l'impression que je vais rencontrer personne, tu vois. Ouais, c'est un peu ton cercle vicieux à toi, quoi. Ouais, puis j'ai l'impression que dès que je rencontre quelqu'un du sexe masculin, je me braque tout de suite. Parce que j'ai pas eu trop de mauvaises expériences, mais bah, les seules où j'ai essayé d'être gentille, ça s'est avéré être juste des gens qui veulent coucher ou des gens qui finissent par te suivre dans les couloirs. Alors que t'as pas envie, t'es juste chez toi et c'est... Non, tu vois, j'ai eu vraiment des... Enfin, c'est... Peut-être... En vrai, le gars, il était peut-être safe et il voulait pas faire mal, je pense. Enfin, j'espère pour lui. Mais juste moi, je l'ai vécu tellement comme quelque chose... tu viens dans mon intimité et tu fais pas ça. Enfin, et du coup, maintenant, j'ai l'impression que... Enfin, déjà, je suis arrivée à la fac et je vivais dans des appartements où, c'était 9 mètres carrés, mais il y avait les douches, les WC et les cuisines en commun. Donc vraiment, on était censé croiser des gens tout le temps. Et moi, je voulais juste rencontrer des gens et je crois que j'étais très naïve à l'époque. Et du coup, je donnais mon numéro facilement parce que juste, je voulais pas être toute seule sur Bordeaux et bah, je voulais me faire des amis en fait dans l'immeuble dans lequel je vivais. Sauf que bah c'était pas l'intention des gars en fait. Et je me suis retrouvée à me faire appeler plusieurs fois par jour par un mec. Et quand je sortais pour aller prendre ma douche, bah, il était là. Et en fait, je sais pas s'il était là juste pour m'attendre ou pas, mais ça me faisait un peu flipper parce qu'il était un peu baraque et parfois il venait toquer à ma porte pour savoir si j'étais là. Et en fait, moi, juste j'essayais de faire le moins de bruit possible. Et en fait, c'est encore un réflexe de pas ouvrir à ma porte. Parce qu'en plus, j'avais pas de petit œil où on peut voir. Donc, j'essayais juste de pas penser à lui et de. Enfin, vraiment, j'étais vraiment très renfermée. Et du coup, maintenant, j'ai l'impression que bah, peu importe qui je vais rencontrer, même si c'est des gens sympas, j'ai pas le réflexe de dire bon, bah, c'est autrement que juste pour 1 heure où on discute et c'est tout. Ouais. Ça a dû être terrifiant comme période quand même. Franchement, oui, parce que je suis arrivée ici, j'avais encore une fois pas d'amis parce que je connaissais personne. Et les seules fois où j'ai voulu essayer de sympathiser avec des gens, bah c'était pas positif. Waouh. Donc j'ai déménagé après parce que ils devaient rénover nos bâtiments, donc ils nous ont relogés. Et en fait maintenant tout est dans ma chambre. Et donc en plus le truc cool c'est que j'habite au 3e étage et que j'habite en fond du couloir. Donc j'ai qu'un seul voisin. Et je trouve que je suis beaucoup plus en sécurité. Ouais. Sauf que maintenant, bah, je croise personne. Oui.
Ouais, c'est... putain, horrible de se sentir en insécurité dans ton appartement pendant autant de temps. Waouh. Mais ouais, c'est normal après que du coup, quand tu rencontres des gens, tu sois méfiante plus qu'autre chose, quoi. Ouais. C'est genre de... Ton cerveau, il a enregistré « Ah, alors qu'on t'est sympa et que tu te donnes ton numéro, ça donne ça. Donc maintenant, tu vas ralentir sur être sympa. » Ah ouais. Ouais, ok. Ben ouais. C'est pour l'instant la vie qui t'a fait cette expérience-là. Ouais. Mais je pense que t'en auras d'autres à venir. Ouais, j'espère. Bien sûr. Des meilleurs. Oui, bien sûr. Les gens, arrêtez d'être bizarres. Ah ouais, mais je comprends pas S'il en vous plus. plaît. Vraiment, comment tu fais ça à une personne Ah, ça devait être vraiment très flippant. C'est encore... ben là, tu intersectionnalises plusieurs problématiques de « Bonjour, être une femme ». Ah ouais. Super. Je crois que c'est à ce moment-là que j'ai compris que vraiment, c'était pas cool d'être une femme. Ouais. Ben, vivre dans la peur, quoi. Ouais, c'est clair. Ok, merci d'avoir partagé ça aussi. Ton appart ici est très très beau. Oui, c'est beaucoup plus safe. C'est clair. Il y a des couleurs. Oui. Vive les couleurs. Ok, je pense qu'on... Non. J'allais dire on passe aux dernières questions, mais il reste un sujet dont je voulais qu'on parle, qui était que quand on a préparé cette interview, tu m'as parlé de ton rapport à la maternité, que je trouve vraiment intéressant. Donc est-ce que tu peux nous en parler ? Oui. Bah en fait, je me suis toujours imaginée en tant que maman, plus tard. Et je sais que même si ça arriverait pas avant, je sais pas, au moins une dizaine d'années, bah je sens que je suis faite pour ça et que j'ai envie d'avoir un enfant. Parce que j'ai envie de me donner à une personne et juste rendre la vie meilleure d'une personne. Et du coup, il y a des fois où je suis sous la douche, nue, et je me tiens le ventre comme une femme enceinte. Et parfois je me caresse le ventre alors que je suis pas du tout enceinte. Mais juste je sais au fond de moi que j'ai ce besoin de donner la vie. Et en fait c'est très contradictoire parce que je suis très négative. Donc j'imagine que le monde il est pas bienveillant. Et qu'on vit pas dans un monde qui est cool pour les enfants. Je sais que moi par rapport à la génération de mes parents, c'est devenu compliqué de vivre dans notre monde, même s'il y a des choses qui s'améliorent un peu chaque jour, c'est quand même... on vit des trucs pas très cool. Et j'ai pas envie de laisser ce monde à mes enfants. Je veux dire, une terre qui est hyper polluée, avec des gens qui sont intéressés que par l'argent, où des gens ils n'arrivent pas à manger tous les jours. J'ai pas envie de laisser ça. Donc quelque part je me dis, est-ce que je vais vraiment être mère parce que au bout d'un moment, j'ai pas envie de donner ça à mes enfants. D'un autre côté, je sais pas si j'en serais capable parce que, comme tout le monde, je pense que j'ai peur de l'accouchement. Et je me dis, oui, si j'ai jamais de copains, comment je vais faire toute seule. D'un autre côté, je me dis que on peut adopter et que ça c'est super cool parce que de toute façon, l'enfant il est là et que ça peut être une manière de faire le quotidien plus cool pour ses enfants. Mais en même temps, adopter quand t'es une maman toute seule, je sais que ça se fait. Mais c'est encore compliqué parce que j'ai toujours l'impression qu'il faut 2 personnes pour élever un enfant. Donc c'est compliqué. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression d'avoir un rapport à la maternité qui est compliqué, même si je sais qu'au fond de moi, je suis faite pour ça et j'en parle depuis très longtemps et j'ai envie de faire ça. Est-ce que tu sais d'où ça peut te venir, ce rapport, ce besoin en toi ? En fait, je crois que c'est ma mère. Parce que ma mère, elle nous a eu... elle m'a eu quand elle avait 28 ans et ma soeur 30 ans. Et à partir de ce moment-là, elle vivait avec mon père et elle a tout arrêté pour ses enfants. Elle a arrêté de voir ses amis, elle a plus de loisirs. Et en fait, vraiment, elle est consacrée à nous. C'est-à-dire que en dehors du travail, elle rentre à la maison et elle s'occupe de ma soeur et moi. Donc maintenant, je suis à Bordeaux, donc c'est censé être un peu plus cool pour elle. Mais en fait, on a été toujours occupés, ma soeur et moi. Moi, je faisais de la danse plein de fois par semaine et ma soeur, elle a fait du judo pendant longtemps.
et puis du foot, et donc il y a des entraînements plein de fois par semaine, et il y a les matchs le week-end. Donc c'est vraiment un truc qui est hyper prenant. Je sais pas, ma mère, elle nous a toujours accompagnés. Enfin, maintenant, quand je reviens chez moi le week-end, je peux pas imaginer faire mes devoirs toute seule dans ma chambre, en fait. Je sais pas, faut vraiment que je sois avec elle, parce que j'ai l'impression que elle attend ça aussi, en fait. Elle nous a tout donné, et je sais même que quand elle a déménagé, parce qu'on est parti de Paris pour aller dans le Tarn, et à ce moment-là, elle a déménagé pour mon père parce qu'il avait trouvé un travail et un appart pour se rapprocher de ses parents. Sauf que ma mère avait dit qu'elle resterait à Paris le temps de trouver un travail. Donc elle était avec nous, ma mère. Et à un moment, j'ai dit est-ce qu'il est mort, papa ? Parce que ça faisait longtemps que je l'avais pas vu, parce que ça fait loin. Et là, ma mère, elle s'est dit bon, ça peut plus durer comme ça, on déménage tous. Donc elle s'est séparée de ses parents parce qu'ils habitaient pas loin de chez nous. Donc on est allés tous dans le Tarn, et à ce moment-là, ma mère, elle a pas trouvé de travail tout de suite pendant 3-4 ans. Donc elle était au chômage. Et elle a tout fait pour être le plus possible avec nous. Et donc vraiment, je crois que c'était pas une période cool pour elle, et que la seule chose qui était bien pour elle, c'était d'être avec nous. Et donc j'ai l'impression qu'elle s'est épanouie que par ça, et elle nous a toujours dit je fais tout pour vous. Ouais. Et ma mère, c'est une personne que j'admire énormément. Mais du coup, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui me constitue, parce que je me suis toujours dit j'ai envie de faire ça pour d'autres personnes, et d'être aussi forte qu'elle, en fait. Ouh, c'est trop beau. Ouais. Ok. Je comprends mieux du coup, parce que je comprenais pas trop quand tu me l'as dit, en mode fort désir de maternité. Je me suis dit mais d'où ça vient? Et en fait oui, c'est hyper logique maintenant. Enfin, ça fait sens. Ouais. Ok. Beaucoup d'admiration pour ta maman aussi. Oui. Des femmes fortes qui se dédient à des personnes, c'est très beau. Ok. Est-ce qu'on attaque les 2 dernières questions? Allez. Wouhou! Dernière question. Est-ce que tu t'aimes et comment? Waouh. Je crois que j'ai commencé à m'aimer un peu plus, parce qu'il y a des parties... Enfin, je parle de mon corps. Ouais. C'est des parties de mon corps que j'aime bien et que je déteste pas. De manière générale, je me déteste pas. Juste, je constate que c'est pas très harmonieux. Et que c'est pas une vision jolie que je vois dans la glace. J'ai toujours aimé mes cheveux. Parce que c'était symbole de la féminité pour moi. Vraiment, ma mère, elle a toujours eu les longs cheveux un peu bouclés, tellement beaux. Et j'ai toujours admiré ça. Et quand je vois une personne, c'est ce que je regarde en premier, je pense. Et j'ai toujours eu les longs cheveux, à part quand j'ai eu 18 ans et je me suis dit j'ai envie de marquer mon indépendance et je vais me couper les cheveux. Vraiment, ça a été un bouleversement pour moi. Et ma mère, elle m'a dit non, te coupe pas les cheveux. Et vraiment, ça a été une lutte forte. Et on pourrait croire que c'est un truc un peu ridicule, mais en fait, c'était très très symbolique pour moi. C'est un gros signe d'émancipation, je pense aussi. Ah ouais, mais de ouf. Mais mes cheveux, j'ai toujours un peu aimé mes seins, parce que depuis que je suis pubère, j'ai toujours eu des seins un peu gros. Et je sais pas, c'était... Enfin, il y a des personnes qui ont des petits seins, mais moi je trouvais que j'étais bien lotie, et du coup, je les trouve cool et beaux. Et quand j'étais avec mes copines, on se comparait les seins, et c'était trop cool. Non, mais vraiment, j'étais genre une des plus grosses poitrines, et franchement, ça me complexait pas d'avoir une grosse partie de moi. Et je sais pas, j'ai toujours trouvé, encore une fois, symbole de la féminité. Et c'est fou, parce que je me définis pas que par je suis sexy ou pas, tu vois, mais... Très maternité aussi, les seins. Ouais, aussi, mais c'est clair. Mais maintenant, j'arrive à me dire, mon corps, il est fonctionnel, il est harmonieux, ça va, en fait. Et je crois que c'est en commençant à acheter des vêtements qui me plaisent. Parce que, par exemple, j'ai acheté un body cette année,
Et c'est un truc un peu sexy avec de la dentelle et tout. Et c'est un truc que je me serais jamais envisagé d'acheter ou même de porter. Et en fait, je les portais pas très souvent, mais les seules fois où je l'ai enfilé, il y a une fois où j'étais chez mes parents et en fait, il y a une grande glace. Et c'est la seule possibilité pour moi de me voir en entière. Parce que souvent, c'est que le haut du corps. Et je me suis dit, en fait, c'est pas mal quand même. Donc je crois que je commence à m'accepter et à me trouver jolie, même s'il y a plein de trucs que j'aime pas trop chez moi. Mais juste, je me dis, bah c'est un peu fonctionnel, le corps il va bien, ça va. Après l'esprit, c'est compliqué. En étant une personne négative, encore une fois, il y a des trucs que j'aime bien chez moi, mais pas beaucoup. Ok. Est-ce que tu les nourris quand même, les trucs que tu aimes bien? Comment ça? Les trucs que tu aimes bien dans ton esprit, dans tes façons de réagir, dans ce que tu es autrement que ton corps, est-ce que tu les nourris dans le sens où est-ce que tu les développes ou y mets de l'attention? Ouais, bah j'essaie de me consacrer à ça en fait, aux parties que j'aime bien. L'aquarelle, genre mon inspiration et tout ça, j'essaie de vraiment y accorder de l'importance parce que c'est vraiment quelque chose que j'aime bien chez moi. En même temps, c'est compliqué parce que je me sens pas trop légitime, mais. Tu nuances, mais on a fait quand même une boucle incroyable en ouvrant sur l'aquarelle et en finissant sur l'aquarelle. Est-ce que je peux permettre un petit big up? Oui, la cohérence. Merci. Est-ce que tu es prête pour la dernière question? Oui. La dernière question, c'est comment tu te sens maintenant après cette interview où on a beaucoup parlé et remué beaucoup de choses? Ouais, je crois que ça va. Ok. Ça fait du bien d'en parler parce que on met des mots sur des choses. Je me suis rappelé des trucs qui étaient pas trop cool, mais en même temps, je pensais jamais le dire. Et juste, ça fait du bien de le dire. C'était pas normal quand même. Ouais. Ouais. De le reconnaître en fait. Ouais, de reconnaître que j'ai le droit de dire que j'existe aussi. Enfin, vraiment, je crois que c'est un des trucs qui m'a motivée à faire ce podcast. Parce que je me suis dit, pour l'instant, t'as pas trop parlé de questions de poids. Et j'avais vraiment envie que, tu vois, je t'apprécie beaucoup. Et j'apprécie beaucoup ton podcast. Et je me suis dit, ce serait vraiment dommage qu'on n'en parle pas. Parce que c'est vraiment une question importante dans la vie de tous les jours. Et je pense que c'est un truc qui m'a motivée en me disant, si moi j'y vais pas, peut-être que personne n'ira. Et du coup, dire que moi j'ai une voix aussi. Et en vrai, c'est important parce que je suis tellement fière d'avoir fait ça au final, de me dire que j'ai posé ma voix quelque part. Même si je serais peut-être une anonyme toute ma vie en faisant des trucs dont personne ne se souciera, mais ça au moins, je l'ai fait. Ok, j'ai les larmes aux yeux. Ok. Merci infiniment. Merci vraiment énormément. Parce que ça me touche incroyablement. Déjà, tu me soutiens depuis un moment et ça me touchait déjà beaucoup. Et le fait que tu aies eu la force et le courage de te dire, mais en fait, ouais, moi je vais donner ma voix en fait. J'ai envie d'en parler. Bon, je peux pas dire mieux que ce que tu viens de dire, je veux juste dire que ça me touche. Donc merci beaucoup et merci. Je ne suis que reconnaissance. Merci Audrey. De rien. Merci à toi franchement d'être là parce que ça fait plaisir de voir des initiatives de personnes jeunes qui sont cool et des initiatives aussi bienveillantes. Vraiment. Merci, je vais conclure avant de pleurer. Je vais conclure avant de pleurer. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous êtes jusqu'ici, si vous êtes allé jusqu'ici, c'est peut-être qu'il vous a plu, donc c'est chouette. N'hésitez pas à en parler autour de vous. C'est la meilleure chose que vous puissiez faire pour moi et pour apporter à ce podcast.
N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez aussi. Je sais pas. Comment ? Leur série. Ah oui. Audrey est plus douée que moi pour mon outro. Je suis vraiment pas très douée pour les outros. Ok, oui, là on vient de faire du coup une interview. Mais avant ça, et vous l'écouterez après, on a fait un hors-série toutes les deux où on présente 5 livres qui nous ont construites. Et donc il sortira dans les semaines à venir. Et ça va être très très bien, il est plutôt très très bien. Et du coup on développe sur une des passions d'Audrey. Et je suis présente aussi dans le podcast et ce sera très chouette aussi. Oui. Écoutez-nous parler de lecture bientôt. Merci beaucoup d'avoir suivi et d'être arrivé jusque-là, de me suivre en général, ça me touche beaucoup. Soyez bienveillants et écoutez les gens parler autour de vous, sans vouloir être injonctive. Sans vouloir être injonctive encore, la reconnaissance, c'est la meilleure chose qu'on puisse accorder aux personnes qui sont en face de nous, je pense. C'est une des valeurs que j'essaie de transmettre dans ce podcast. Donc je vous souhaite d'être reconnaissant et d'obtenir de la reconnaissance. Et belle journée à vous. Tchou.